Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence aujourd'hui pour ce webinaire électrifiant. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre de Roulant électrique, qui est une campagne de sensibilisation et de promotion du véhicule électrique. Celle-ci est coordonnée par Équiterre et rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du plan pour une économie verte 2030. Je me présente, je m'appelle Jade Liqui, je suis agente en mobilité chez Équiterre, puis je m'occuperai de tous les aspects logistiques reliés à ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler de quels véhicules rechargeables sont disponibles pour les organisations et municipalités, mais également lesquels sont admissibles à quel programme de subvention. Donc pour nous parler de ce sujet, on a le plaisir d'avoir avec nous Charles Trudel et Daniel Rochefort. Bonjour. Pour les présenter brièvement, Charles Trudel est chef de groupe applications technologiques à l'Institut du véhicule innovant. Il possède une expertise dans le déploiement de flottes de véhicules électriques et dans le service conseil auprès des entreprises privées et des municipalités. Quant à Daniel Rochefort, c'est le conseiller en mobilité durable chez Équiterre. Il travaille sur le dossier du véhicule électrique depuis 2018 et c'est vraiment l'expert de notre équipe mobilité. Il a contribué à divers contenus que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site internet de Roulant électrique, donc notamment notre brochure ou le catalogue de véhicules. Donc, le webinaire se veut vraiment interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A qui est situé en bas de votre écran. Et l'icône discuter sera uniquement pour échanger avec les participants ou avec les autres panélistes. Les questions dans le chat ne seront pas priorisées. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole, Charles et Daniel. Bon webinaire. Alors, merci tout le monde d'être présent. On pourrait commencer avec un petit sondage rapide, juste pour mieux savoir qui est avec nous ce midi. On vous poserait une simple question qui est, est-ce que vous opérez dans votre organisation un parc de véhicules? Et si oui, ben, de quel type? Ça va nous permettre de mieux orienter nos interventions et de mettre l'accent sur certains types de véhicules plutôt que d'autres. On voit les chiffres entrer. Tu vois bien les chiffres, Charles? Non, je vous fais confiance. OK. Oui, Voulez-vous qu'on se bonjour. présente pendant que les chiffres rentrent? Tu sais, peut-être. Vas-y, Charles. Oui, parce que je veux quand même donner un petit peu de contexte par rapport à l'Institut du véhicule innovant. Vu qu'il y a beaucoup des véhicules vont se retrouver dans les prochaines diapos, où est-ce que c'est possible que je mentionne que c'était un projet IVI ou auquel l'IVI a participé. L'Institut du véhicule innovant, c'est un centre de recherche appliquée, un centre d'innovation. On est à Saint-Jérôme, on est affilié avec le Cégep de Saint-Jérôme. On est un organisme non lucratif, un CCTT. La majorité des projets qu'on prend, des choses qu'on fait depuis plus que 25 ans maintenant, c'est des projets d'ingénierie en lien avec le transport innovant. Donc, principalement les véhicules électriques, aussi les véhicules autonomes, les véhicules connectés. Donc, c'est des projets de R&D où est-ce qu'on va développer des véhicules, des accessoires, des conversions, euh, pour faire en sorte d'avoir des transports qui sont plus verts, plus sécuritaires, plus économiques, plus efficaces. Donc, toutes sortes de technologies qui sont développées chez nous pour des PME du Québec, mais aussi des plus grandes entreprises ou des entreprises de l'étranger. Mais on ne fait pas que ça. Pourquoi c'est moi qui est là aujourd'hui comme intervenant sur ce webinaire? C'est parce qu'on a aussi un groupe que je dirige qui fait des projets de démonstration. Donc, on fait des projets où est-ce qu'on va prendre des technologies qui sont plus matures, qui n'ont plus besoin de développement, puis on va les mettre en service dans des projets pilotes pour aller valider les opérations, aller valider les gains financiers, les gains opérationnels, les gains environnementaux. Donc, c'est des projets comme ça, on en a pris dans les véhicules légers, moyens et lourds, ce qui fait qu'à travers nos différents mandats, on a quand même développé une bonne expertise sur, d'avoir un bon tour d'horizon de ce qui se fait du côté des véhicules électriques, vraiment sur plusieurs types de plateformes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut arriver quand même avec, je pense, un contenu qui va vous intéresser, qui est assez varié. Puis là-dessus, j'ai hâte de voir vos réponses, à savoir à quel secteur d'activité vous appartenez. Donc, on a les résultats ici de notre petit sondage. Pas mal tout le monde a répondu. On voit qu'il y a quand même la moitié de nos participants qui ne gèrent pas de parc de véhicules. Euh, et, euh, et le tiers qui sont dans l'écosystème de l'électrification quand même, mais qui ne gèrent pas de véhicules. Puis parmi ceux qui gèrent des véhicules,
mais on a une bonne partie qui sont au niveau des véhicules légers et des pick-up. On a quand même un bon 20% du transport de marchandises, puis un bon 20% du transport de passagers. On a des services municipaux aussi. Donc, c'est vraiment, on voit qu'on a pas mal tous les secteurs qu'on va vous présenter. Ça touche à pas mal tous les secteurs qu'on va vous présenter au niveau des vocations des véhicules. Donc, je pense qu'on va vraiment couvrir l'ensemble du panorama. On va passer maintenant à la suite. Donc, on va commencer d'abord avec ce qu'on connaît le plus dans le domaine de l'électrification, les véhicules légers. Je pense que la majorité le grand public commence à être pas mal sensibilisé, justement un peu grâce aussi à l'action d'Équiterre qui gère la campagne Roulons électrique, sensibilisé à l'électrification des véhicules légers. Mais ça percole beaucoup dans les entreprises. C'est comme la première étape de l'électrification, c'est ce qui est le plus facile, c'est le low-hanging fruit qu'on appelle. Donc, on pourrait tout de suite regarder qu'est-ce qui existe au niveau des véhicules légers pour les flottes. Premièrement, c'est sûr que les flottes de véhicules légers automobiles, puis les VUS, sont très prisées des organisations, des villes et tout, sont admissibles aux mêmes programmes gouvernementaux que les citoyens, les programmes de rabais. Et bien, ça rentre dans la cible gouvernementale d'atteindre le 100% de vente de véhicules électriques en 2035. Donc, quand on parle de 100% de vente, c'est vraiment des ventes de véhicules légers. Et bien là, ça s'applique autant aux particuliers qu'aux entreprises. Donc, les entreprises ont vraiment à garder en tête qu'il va falloir de toute façon qui pensent à électrifier toute leur flotte parce qu'en 2035, ils ne s'en vendront plus carrément des véhicules à essence au Québec. Et c'est quelque chose qui se développe extrêmement vite. Les autonomies sont rendues avec des autonomies très respectables, en moyenne un bon 400 km. Donc, autant pour les particuliers que pour les véhicules d'entreprise, ça couvre pas mal les besoins réguliers. Puis, on a des options super intéressantes maintenant pour les entreprises au niveau des 4 roues motrices, au niveau de la capacité de traction de plus en plus. C'est sûr que malheureusement, il y a les manufacturiers, on peut déplorer qu'ils enlèvent les options plus économiques, les véhicules plus économiques, les petits véhicules. Ça devient de plus en plus des véhicules de classe qu'on appelle VUS. Mais il n'est pas dit que dans le futur, on va espérer qu'on va retrouver des gammes de véhicules plus économiques dans le futur. Mais c'est un marché qui évolue extrêmement vite. Donc, et c'est admissible, comme je vous le disais, aux subventions normales, autant pour les entreprises que pour les particuliers. Une seule distinction à faire, c'est qu'au niveau fédéral, il y a aussi une subvention qui est spécifique aux entreprises, une déduction pour amortissement spécial. Donc, jusqu'à cette année, c'était carrément, vous pouviez bénéficier d'un 100% de déduction la première année concernant l'amortissement. Puis là, ça va descendre à 75% à partir de l'année prochaine jusqu'en 2026. Ça va descendre avec le temps. Puis, ben, c'est ça, il faut vraiment vérifier qu'est-ce qui est le plus avantageux au niveau d'une entreprise. Soit cette déduction-là ou bien le programme de subvention régulier qui va donner d'habitude un 5 000 de subvention au niveau fédéral, parce que le fédéral ne donne pas les deux. Donc, il faut choisir entre les deux programmes. Mentionnons donc, pour connaître les véhicules qui sont offerts dans ces gammes-là, mentionnons un outil très intéressant de Electric Autonomy. On va vous mettre le lien dans les commentaires, dans le chat. On va vous mettre le lien vers le catalogue des véhicules qui s'en viennent. Donc, où s'en va le marché.
un catalogue qui est réalisé par Electric Autonomy, le EV Tracker. Et on peut mentionner aussi les outils qui sont créés par la campagne Roulons électrique. Notre brochure qu'on sort à chaque année, on va en avoir une nouvelle édition en février-mars l'année prochaine. Et bien sûr, notre site internet roulonsélectrique.ca sur lequel vous allez trouver beaucoup d'informations sur les véhicules et sur l'électrification. Ensuite de ça, on peut aborder la question des camionnettes, qui est vraiment le segment émergent dans les véhicules grand public et pour les entreprises. Puis ça, ben, c'est un segment qui va intéresser beaucoup d'organisations. Actuellement, le seul représentant, c'est le seul représentant vraiment commercialement abordable, c'est le F-150 Lightning, qui bénéficie des pleins programmes de subvention pour certains modèles. Là, ça dépend vraiment des variantes. Et il y a des programmes de subvention particuliers qui s'appliquent aux entreprises, des propriétaires exploitants de véhicules lourds. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus, Charles? Ah oui, absolument. Dans le fond, ça va revenir à plusieurs moments dans la présentation d'aujourd'hui, là. On ne détaille pas nécessairement tous les programmes de subvention pour chaque catégorie de véhicules, simplement parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de modalités qui sont propres à chaque programme. Donc aujourd'hui, on vous dit juste, il y a des subventions, voici le nom du programme, mais on ne va pas détailler toutes les petites notions. Par contre, il y en a une notion qui est quand même importante à ce moment-ci pour pas que les gens partent en pensant que toutes les entreprises sont admissibles au programme éco-camionnage. Donc, effectivement, comme disait Daniel, les pick-up, les camionnettes comme ça font partie du programme Éco-camionnage, qui est un programme du NTQ, donc provincial, pour réduire les émissions dans le domaine du transport de marchandises. Mais pour être éligible dans les critères d'admissibilité, il faut avoir son PEVL, il faut être propriétaire ou exploitant de véhicules lourds. Donc, ce n'est pas toutes les entreprises qui sont membres en règle PEVL. Donc, c'est pas par défaut que la subvention qui est plus grosse quand même, là, qui était 10 000 versus le 7 000 sinon régulier. Ce n'est pas toutes les entreprises donc, qui peuvent avoir la bonification de 3 000 en passant par éco-camionnage versus Rouler Vert, qui est la programme de subvention régulier. Quelques petits mots encore sur les pick-up. S'il y en a qui pensent encore aujourd'hui que le pick-up F-150, c'est un peu un essai de Ford, c'est une petite percée dans ce domaine-là, puis on va regarder le marché, comment ça s'en va. En fait, détrompez-vous. Oui, comme disait Daniel, il y a seulement le Ford F-150 présentement. Mais quand on fait une recherche rapide, on se rend compte qu'il y en a beaucoup d'autres qui s'en viennent, là, le Dodge Ram, le GMC Sierra, le Silverado, le Toyota Tacoma, le Toyota Tundra, plusieurs autres. Il y a aussi des nouveaux joueurs qui viennent concurrencer dans ce domaine-là. Pensons à Rivian, le fameux Cybertruck de Tesla. Il y en a quelques autres, là, des startups, des compagnies en démarrage du côté des États-Unis avec des nouveaux modèles de pick-up qui s'en viennent. Fait intéressant, il y a une fonctionnalité sur plusieurs modèles de pick-up électriques, soit qui sont là ou qui s'en viennent, ça s'appelle le V2L, donc c'est le Vehicle to Load. En fait, c'est un peu la capacité d'utiliser le véhicule comme génératrice. C'est ce qu'on voit dans la photo qui est à gauche sur votre écran, sur le F-150. On peut raccorder des charges électriques jusqu'à 9,6 kW. On a une prise 240 volts, ce qui fait qu'on peut même alimenter des petites soudeuses, des équipements de construction 240 volts. Donc, ça vient même rajouter de la fonctionnalité par rapport à des véhicules conventionnels. Je trouve ça bien intéressant. C'est bien pensé pour le public cible de ces camionnettes-là qui l'utilisent de façon commerciale. Voilà, on peut passer à la prochaine catégorie, les véhicules basse vitesse. Je te redonne la parole, Daniel. Donc, les véhicules basse vitesse, ça a été comme le point de départ des véhicules électriques pour les entreprises. Mais ça reste des véhicules très pertinents. Ils s'en fabriquent encore et ils sont très pertinents pour des usages nichés. Donc, ils ont accès à la route, ils n'ont seulement pas accès à l'autoroute, mais ils peuvent très bien circuler dans nos villes, vitesse maximale de 40 km/h, qui est compatible de façon avec un peu ce qui se fait dans toutes les villes, la réduction de la vitesse un peu partout. On veut essayer de pacifier nos routes. Bien, ces véhicules-là peuvent très bien rouler sans nuire à la circulation sur nos routes et ils sont destinés souvent à des usages très nichés, travailler dans des parcs, des usages souvent municipaux. Ils ont des autonomies quand même
entre 50 et 100 km, mais selon les options qu'on va mettre dessus, les packs de batterie, ça peut, pour certains modèles, monter jusqu'à 200 km. Mais souvent, l'utilité ne va pas se réduire à l'autonomie dans ces véhicules-là. Ce qu'on a besoin, c'est plutôt de leurs autres qualités qui sont de se faufiler dans des environnements où un plus gros véhicule ne serait pas le bienvenu. C'est leur capacité à ne pas émettre de son. Donc, ils ont plusieurs avantages qui vont intéresser certaines organisations, particulièrement les municipalités, encore aujourd'hui. Puis, il s'en fait, comme je vous disais, il s'en fait toujours. Ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent des manufacturiers canadiens, puis même un manufacturier québécois qui en fait. Cargo, qui est un manufacturier québécois, et on a deux manufacturiers canadiens qu'on voit beaucoup, Max EV, qui est situé au Manitoba, et Can EV, qui commercialise le Mighty Truck. Le Mighty Truck, c'est le véhicule qu'on voit à droite, et le Max EV, vous avez un exemplaire à gauche. Vous pouvez facilement trouver le Cargo, qui est assez emblématique aussi comme véhicule. Dans ces véhicules-là, qui est fabriqué au Québec. Donc, ça reste des véhicules très pertinents. Pour aborder maintenant la question du transport de passagers, qui est là on entre dans des usages qui sont vraiment plus spécifiquement commerciaux puis organisationnels. Donc, on quitte les trucs qui sont soit un peu plus grand public. Donc, premièrement, on pourrait parler du flagship en matière d'électrification commerciale, le transport scolaire. Donc, ces véhicules-là, c'est comme les premiers autobus qu'on a électrifiés, si vous voulez. Ça a permis aux entreprises de faire leur marque, particulièrement à l'entreprise Lion de Germer, ici au Québec, qui est devenu un gros joueur. Et ça se comprend parce que le compromis est relativement facile à faire au niveau de la masse là, du véhicule en termes de capacité d'emport de batterie. Et c'est souvent, les usages, c'est souvent des trajets extrêmement bien connus par les entreprises, très routiniers. Donc, on retourne toujours à la base pour recharger. On connaît très bien notre circuit. Donc, on sait exactement combien on a besoin d'autonomie et tout. Donc, c'était la plateforme de démonstration idéale dans le domaine du véhicule commercial. Puis c'est vraiment un gros succès un peu partout en Amérique du Nord. Même, on a les engagements là, du gouvernement Biden, du gouvernement américain, de complètement électrifier les flottes, et le gouvernement québécois aussi, qui a pris cet engagement-là très récemment. Donc, on va vraiment, le gouvernement s'est engagé à investir dans l'électrification des autobus scolaires jusqu'au point où on en a interdit la vente des autobus scolaires à essence depuis 2021. Puis à partir de 2024, carrément, là, vous ne pouvez plus acheter un autobus scolaire électrique. Et on pense pouvoir atteindre là, 60%, je crois, des autobus scolaires qui soient en 2030, qui soient électriques. Je ne suis pas certain du chiffre, là, mais Charles, tu pourrais peut-être, si tu le sais, me confirmer ça. Au niveau de la cible, ben là, c'est ça, c'est la cible qui est écrite là, moi, que je connais. Ensuite, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça. OK. Puis, c'est sûr, ces autobus-là, comme je vous disais, on a commencé par là parce que c'est extrêmement évident, les bénéfices. Il y a des bénéfices de carburant, de coûts pour les entreprises, de réduction des gaz à effet de serre, mais c'est aussi une question de santé des enfants, une question de pollution, donc l'air que les enfants respirent, pollution par le bruit dans les villes, c'est extrêmement bruyant, les autobus scolaires. Qui sont stationnés devant les écoles et tout. Il y avait une foule de bénéfices qui a fait que c'était très, très évident d'électrifier d'abord les véhicules scolaires électriques. C'est pour ça qu'on va en voir vraiment de plus en plus dans les années qui viennent.
Oui, ben, juste un petit mot en passant, là, il y a, je ne sais pas si c'est Jade ou Blandine qui a mis dans le chat un guide qui est vraiment bien rédigé de la part de Propulsion Québec. C'est très pratique, là, très ben, très, avec des conseils concrets là, pour illustrer comment électrifier, donc tout le processus d'électrification d'une flotte d'autobus scolaires. C'est très bien décrit dans ce guide-là. Donc, on vous en recommande la lecture, ceux que ça intéresse. Donc, pour les fourgons de passagers, je passe rapidement, ça reste une catégorie qui est encore relativement peu déployée ici au Québec. Euh, Peu ou pas même, là, j'avoue qu'à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait de navettes de fourgons de passagers présentement électriques au Québec. Je pourrais me tromper, évidemment. Je ne prétends pas du tout connaître là, ce qui se fait ici. Mais donc, c'est ça, c'est du transport adapté. Il y a des possibilités pour l'adaptation pour la mobilité réduite déjà qui existent. Il y a des fabricants qui vont faire la conversion de plateformes existantes comme des e-Transit, des Mercedes Sprinter électriques, etc., etc. Il y en a qui vont faire leur châssis propriétaire. Il y en a qui vont arriver avec leur propre justement, c'est ça, un châssis propriétaire là, comme Green Power qu'on voit à droite. Donc, ces véhicules-là sont admissibles au programme EcoBus au niveau provincial, puis sur le même programme que les autres véhicules un peu plus gros au niveau fédéral. Donc, peut-être que dans un futur proche, on va voir ça pour des navettes de transport collectif, le ride-hailing, donc des taxis collectifs sur appel. Donc, on pourrait voir ça venir dans les prochaines années ici sur notre territoire. Ensuite, on enchaîne avec le transport en commun. Simplement vous dire que présentement, c'est en cours d'implantation. Je dis présentement, mais c'est des longs projets d'ampleur là, quand même. Là, faire un virage électrique pour du transport en commun pour une société de transport, ça se fait pas en criant ciseaux. Donc, pour la petite histoire, là, moi, c'est là que j'ai commencé mon chemin dans l'électrification là, comme jeune ingénieur stagiaire là, en 2015. C'est là que j'ai rencontré les jeunes de l'IVI d'ailleurs. L'IVI était fortement impliqué dans le design du Novabus LFSE qu'on voit à gauche. Maintenant, c'est devenu le LFSE+. Donc, ils ont bonifié la taille des batteries. Maintenant, on vise sur une stratégie de recharge nocturne au dépôt d'autobus. Donc, Montréal testait déjà à l'époque, en 2015, des véhicules électriques. Donc, comme je dis, c'est un long changement, c'est un long virage. On veut être sûr de notre coup. Ils ont testé aussi d'autres technologies du côté de Montréal. On a également d'autres fabricants au Québec. Encore là, un projet de l'IVI. Le premier prototype de bus, le Tenda, a été assemblé ici même dans le garage, là, à peu près à 100 pieds de moi en ce moment. Donc, le Tenda, si vous ne la connaissez pas, c'est une start-up d'autobus basée à Longueuil. L'autobus qui est 100% québécois, en aluminium du Saguenay. Donc, c'est une belle fierté. C'est un autobus qui est un petit peu plus court, un midibus, il appelle. Donc, il y a quand même des particularités bien à lui, dont le plancher chauffant. Bref, allez le voir si vous ne le connaissez pas. Donc, il y a Novabus, le Tenda, il y en a plusieurs autres des autobus zéro émission. Ensuite, peut-être vous connaissez moins cette catégorie-là, il y a le transport interurbain. Donc, le transport interurbain, mais ça, c'est des modèles d'autobus un peu différents de ce qui s'offre pour le transport en commun, ce qu'on appelle les coachs. C'est des véhicules qui sont assez émergents pour l'instant, mais qui promettent énormément. On a les compagnies BYD puis la compagnie MCI qui sont pas mal impliquées dans ça. On avait Proterra aussi. Qui continue ses opérations, mais qui a l'air sous la protection de la loi sur les faillites. Mais ils disent qu'ils continuent leurs opérations et ils ont l'air de continuer à offrir le service pour la société de transport dans la région de Banff, en Alberta, qui a choisi de faire affaire avec Proterra. Puis dans ce domaine-là, on a Prévost, qui développent une version électrique de leurs autobus coach. Donc, c'est un domaine qui s'en vient, qui s'en vient dans les prochaines années. On parle d'autonomie là, à peu près dans les 300 km. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais en fait c'est pour ce type d'utilisation-là, pour beaucoup de circuits, des circuits touristiques particulièrement, ça convient amplement. Et ça offre une foule d'autres avantages, en plus des économies de carburant, des avantages en termes d'image, en termes d'impact sonore aussi, donc de présence sonore qui devient, tu te fonds dans le paysage. Donc, c'est un domaine qu'il faut suivre dans les prochaines années et dans lequel probablement aussi, si on est une société de transport ou qui offre des services de transport touristique, ça serait vraiment bon de regarder de ce côté-là.
On va aborder. Là, je fais une petite parenthèse ici pour vous expliquer un concept, le concept de châssis cabine, donc ce qu'on appelle le châssis cab ou le cutaway, qui n'est pas exactement la même chose, mais souvent, ça va être deux options qui vont se retrouver sur le même, la même marque et modèle. Donc, on va vous illustrer ça à la prochaine diapo, là, mais donc c'est applicable aux véhicules légers, oups, aux véhicules légers, aux véhicules lourds. C'est une façon de faire qui est déjà établie dans l'industrie depuis très, 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 très longtemps. Donc, c'est tout simple que la transition vers l'électrique soit basée sur la même chaîne de valeur. Là, je vais vous expliquer ça. C'est modulaire. La plupart des vocations de véhicules sont basées, les véhicules vocationnels, la plupart du temps, sont basés sur des concepts châssis-cabine. Les possibilités sont vraiment variées. Il y a beaucoup de marques qui ont des concepts de châssis-cabine. Là. Je vais en dire un peu plus quand on va voir des photos. Euh, Certains fabricants de véhicules électriques, entre autres ceux qui font de la conversion, utilisent un châssis-cabine fabriqué par un autre fabricant. Donc, il y a toute une chaîne, là, tu sais, au contraire de quand on achète, disons, une Chevrolet Bolt, parce qu'on va chez Chevrolet, on reçoit le véhicule de chez Chevrolet. Quand on achète un véhicule commercial de type poids moyen, poids lourd, généralement, on va passer une commande du côté du fabricant initial, puis ensuite passer une commande du côté de l'équipementier, le upfitter, le bodybuilder, ils ont plusieurs noms. Là. En gros, c'est quelqu'un qui rajoute des équipements sur un châssis. Donc, on prend un châssis comme on voit au milieu de la photo, puis on le convertit, on l'adapte pour qu'en bout de ligne, ça fasse un camion outil, un fourgon de livraison, un camion, un dump body là, avec une benne, un camion avec des clôtures pour mettre des cônes, pour faire l'horticulture. Bref, tout ça, souvent, ça fonctionne sur ce principe-là. Donc, il y a le châssis cabine qui est une cabine fermée avec un châssis en dessous, simplement pas de boîte, là. Ou encore, comme on voit sur l'illustration dans le milieu, là, un cutaway. Ça, c'est simplement qu'il n'y a pas le mur arrière. Donc, les cutaways, typiquement, on va avoir juste une place conducteur-passager, puis il n'y a pas de mur arrière. Donc, par exemple, une ambulance, c'est basé sur un châssis cutaway. Il y en a du côté des véhicules plus lourds, donc classe 5, 6, 7, 8 aussi. Le Lion, là, qu'on voit en render, là, en modèle 3D. C'est un châssis classe 5 qui se fait en cutaway ou qui se fait en châssis cab. On a le Mac qu'on voit là, qui est beaucoup plus gros, là, de l'international. Il y a un paquet de marques qui font ça comme ça. Et le e-Transit de Ford est disponible donc maintenant en version aussi cutaway, châssis cab. Donc les options ne manquent pas. Ça prend les options pour le fabricant, mais ça prend ensuite l'option aussi de upfitter qui est habitué avec ces plateformes-là ou qui veut le devenir puis qui va développer une offre qu'il va ajouter à son catalogue. Donc, on va vous parler plus tard dans la présentation. Vous allez voir, à certains moments, on va faire référence à ça, là, comme celui-ci est monté sur un châssis cab, celui-ci est monté. Donc maintenant, on parle tous le même langage. Oui, puis ça va nous permettre, on va parler tout à l'heure de vocations plus spécialisées. Puis on va voir que souvent, ces véhicules-là sont presque toujours bâtis sur ces plateformes-là. Donc, abordons justement les vocations. Donc, premièrement, on va parler de transport de marchandises. On a parlé tout à l'heure d'une autre vocation qui était le transport de passagers. Là, abordons la question du transport de marchandises qui se décline sous justement plusieurs grosseurs de véhicules. Donc, on va commencer avec les plus petits. Donc, c'est moins intuitif de parler d'eux, mais c'est ce qui est le vélo cargo à assistance électrique. Donc, ce qu'on a appelé la livraison plus écologique. Bien, en fait, on l'embarque dans cet écosystème-là parce qu'ils ont vraiment leur place pour la livraison urbaine, la livraison de proximité, pour faire le dernier mille en matière de livraison, surtout dans les villes. Ils ont une foule d'avantages au niveau du stationnement, au niveau de l'accès aux infrastructures cyclables. Ils ont beaucoup d'avantages en termes d'image aussi pour une entreprise. Donc, ça va être souvent de la livraison légère, quoique vous avez quand même la possibilité de transporter des cargos assez plus conséquents. Donc, mais la plupart du temps, de la livraison légère, des arrêts fréquents, et il y a la question de l'image qu'on veut projeter comme entreprise. C'est quand même, souvent on va s'en servir, puis on le voit beaucoup, c'est quand même beaucoup plus développé en Europe, mais ça commence à percer ici. On voit de la livraison de véhicules, des colis, des services de réparation locale. Il y a même une entreprise à Montréal qui a essayé de faire du déménagement écologique avec ça.
Ça reste très, très niché, bien sûr, comme clientèle, là. Mais quand même, quand on voit qu'on est capable de transporter entre 100 et 200 kilos sur un véhicule, là, ça dépend des configurations, puis qu'on peut atteindre des autonomies d'une centaine, voire 140 kilomètres d'autonomie pour certains modèles. C'est sûr que c'est extrêmement variable, là. Ça dépend de la topographie, ça dépend de ce qu'on transporte, mais ça reste des autonomies quand même assez respectables. Donc, ça devient une alternative très intéressante pour un petit commerce qui est justement des petits produits à livrer localement. C'est très, très fort au niveau de l'image de marque. Et c'est plus accessible souvent qu'un véhicule. Les coûts d'opération sont minimaux et c'est des véhicules qui coûtent pas mal moins cher qu'un camion, si on veut, avec sans les contraintes du camion, le stationnement et tout. Et c'est admissible à une subvention. Ça fait partie du programme éco-camionnage. Vous avez le gouvernement pour essayer de faire lever ce créneau-là, offre jusqu'à 35 du prix du vélo jusqu'à une concurrence de 3 000 en subvention. Et, l'utilisation va vraiment varier pour plusieurs types de commerces. Vous avez des commerces qui vont qui vont utiliser plus l'image écolo et en faire un service de livraison de petits produits. Donc, vous avez l'exemple ici d'un fleuriste. Donc, ça marche beaucoup avec le principe d'un vélo, livraison de proximité et tout, et on est avec on utilise comme le côté environnemental, mais on a aussi des variantes. On peut l'utiliser d'une façon beaucoup plus commerciale. On peut créer, il y a certaines compagnies qui ont des vélos à assistance électrique où vraiment on va livrer des colis et carrément on est très proche du camion. Purolator, justement, en a testé et ben, ça reste que c'est des véhicules qui s'harmonisent avec la flotte des camions on n'est plus dans le petit écolo. Oui, parlant de vélo cargo, on livre la marchandise, mais dans mon coin, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui livrent des bébés à la garderie aussi en cargo électrique. J'en possède pas, moi, de vélo cargo électrique, mais je les regarde aller, puis j'avoue que des fois, ça me rend un petit peu jaloux. Ça a l'air de donc bien fonctionner, ça, pour cette application-là. Donc, on change de créneau un peu. On parle de camion maintenant. Camion, c'est un terme qui est très large, là. Vous allez voir, là, on commence avec la livraison légère. C'est un domaine qui est en explosion, là, cette année particulièrement. Je ne sais pas si, probablement que sur l'appel, il y a beaucoup de gens qui suivent le domaine de l'électrification, là. Vous avez vu l'arrivée massive des Bright Drop récemment dans les derniers mois. Donc, il y a énormément de transporteurs de colis là, qui avaient des grosses cibles depuis des années. Puis là, maintenant, pouf, on a un modèle qui répond aux besoins. Donc là, ça explose. Là, les Bright Drop prennent d'assaut le Québec. Il n'y a pas seulement ce modèle-là, évidemment, là. Il y a une grosse offensive du côté des e-Transit, des Mercedes Sprinter. Donc, il y a les fournisseurs de télécom aussi, c'est des gros joueurs, des grosses entreprises qui ont des sites de réduction de GES. Eux aussi ont adopté là, les Bell, les Vidéotron et les autres compétiteurs de ce monde. Eux aussi adoptent les fourgons. Donc, particulièrement bien adaptés pour faire la livraison urbaine de proximité, des véhicules de service, du colis, de l'épicerie. Donc, si vous remarquez, il y a une chose qui est constante dans ces applications-là, c'est que c'est des applications qui demandent du volume cargo, mais pas particulièrement énormément de masse. Donc, on n'a pas besoin d'un payload qui est très, très élevé. Donc, on peut supporter que la charge utile des véhicules électriques soit un petit peu plus basse que la charge utile des versions conventionnelles dans ces applications-là. Une épicerie, c'est sûr que quand vous montez votre épicerie chez vous, vous la trouvez pesante, mais pour point de vue d'un camion, de l'épicerie, c'est quelque chose qui prend beaucoup de volume par rapport à la masse. Donc, c'est une bonne application. C'est un concept à garder en tête, même pour les camions un petit peu plus gros. Donc, on passe aux camions. On les a divisés là, comme ça, le camionnage lourd, livraison lourde. Ça se ressemble énormément. Vous allez voir, les deux diapos sont pratiquement identiques. Je vous parle dans deux diapos du projet flotte rechargeable camion lourd. C'est celui-là au Québec, présentement, ce projet-là qui nous donne le plus d'informations neutres, non biaisées, là, divulguées publiquement. C'est un projet de l'IVI. Je le porte fièrement avec mon équipe. Donc, c'est grâce à ce projet-là qu'on s'est rendu compte qu'au Québec, présentement, avec les modèles 2023, excusez,
en conditions réelles. Les camions porteurs, classe 6 à 8, il y en a beaucoup de modèles, sont principalement destinés à des gens qui font, encore là, paramètres idéaux, là, c'est pas exclusivement ces gens-là, mais 200 km et moins par jour. Ils reviennent au terminal la nuit. Il faut que ça soit toujours le même terminal pour être capable d'implanter une borne là, puis de toujours utiliser la même borne. Idéalement, encore là, il y a moyen de faire autrement. Idéalement, une boîte sèche, donc tout ce qui est réfrigéré, reefer ou des accessoires un peu étranges, là, des gros camions outils, ça se fait, mais c'est un peu plus difficile. C'est moins, ça se fait moins en claquant des doigts, là. Et encore là, limité en volume plutôt qu'en poids. Comme je dis, c'est plutôt ces applications-là qui tendent à bien marcher sans adaptation, sans effort, là. Donc, si votre entreprise de camionnage ou de transport de marchandises coche toutes ces cases-là, il ne reste plus beaucoup de questions à se poser, là. Ça fonctionne, l'électrification, ça va être rentable, ça va être propre. Euh, Faites des petits calculs de coin de table, allez demander un essai, participez au projet flotte rechargeable camion lourd, vous allez voir, là, ça peut être vraiment gagnant pour vous. Donc, du côté des tracteurs, encore des camions lourds, on l'a appelé camionnage lourd, cette catégorie-là. En fait, on voulait plus dire camion tracteur par rapport aux porteurs. Donc, cette fois-ci, 250, un petit peu plus, kilomètres par jour et moins. Encore là, on peut voir des routes qui font plus, là, c'est juste, on parle de conditions gagnantes, là, paramètres idéaux. Même chose au niveau du retour au terminal la nuit. Cette fois-ci, je ne sais pas si vous le savez, les camions classe 8 comme ça avec un tracteur routier, c'est limité à 80 000 livres au Québec. Il y a une période de dégel aussi où la charge doit diminuer. Présentement, les camions lourds électriques au Québec, les modèles, les fabricants les autorisent jusqu'à 80 000 livres max, ce qui se traduit en une remorque 2 essieux. Plus une remorque a d'essieux, plus elle peut prendre de cargaison. Si vous voyez sur la route, dans le trafic, vous avez tout le temps du monde pour observer les remorques. Puis vous comptez le nombre d'essieux, puis vous voyez qu'il y en a plus que 2. Regardez c'est quoi la compagnie. Probablement qu'elle va transporter quelque chose qui est typiquement lourd, du vrac, du liquide, des produits qui sont très, très denses. La SAQ, c'est des produits qui sont très lourds. Ils transportent des caisses pleines de vin pour aller faire la livraison dans les restaurants ou dans les commerces. T'sais. Donc, ces applications-là très lourdes sont un petit peu moins faciles à électrifier dès maintenant, là, en 2023. Ça se fait encore là, mais moins facile. Donc, je fais une mini publicité de 1 minute gros max sur le projet Flotte rechargeable camion lourd. C'est un projet de l'Institut du véhicule innovant. Gros projet quand même qui dure 4 ans. On est dans la dernière année présentement, donc on est dans ce qu'on appelle la phase 3. C'est un projet qui vise les gestionnaires de flotte de camions lourds, de transport de marchandises. C'est un projet d'information, de sensibilisation et de démonstration des camions lourds électriques disponibles au Québec. Donc, on a organisé il y a 1 an 2 gros événements d'ampleur où est-ce qu'on a reçu 86 entreprises qui font du transport de marchandises. On leur a donné des ateliers avec une demi-journée d'information sur un paquet de sujets reliés aux camions lourds électriques, la recharge, les coûts, etc. Ensuite, l'autre moitié de la journée, ils ont essayé. Puis c'était la première fois au Canada qu'il y avait au même moment, au même endroit, tous les fabricants qui offraient des camions électriques. Donc, ils ont pu essayer sur une piste fermée, même ceux qui n'avaient pas leur permis de conduire classe 1, 5 modèles de camions électriques qu'on voit sur la photo à gauche. Donc, ça, c'était ce qu'on appelle la phase 1 d'information. Ensuite, on est revenu ici au bureau pendant 1 an, puis on s'est concentré sur l'analyse de camions lourds au diesel. Donc, on a choisi 20 entreprises, on a choisi 3 camions par entreprise, on les a instrumentés pendant 3 mois pour récolter des données 24/7, analyser tout ça, puis faire des scénarios personnalisés d'électrification. Il reste encore quelques places pour des entreprises qui seraient dans des créneaux qu'on n'a pas couverts dans le projet. Donc, si ça vous intéresse, simplement nous écrire, puis on va voir si vous pouvez vous qualifier pour participer, même si on est dans la dernière année. On est encore intéressé à recevoir des candidatures. Et finalement, la phase 3, c'est la phase la plus croustillante, on pourrait dire, la phase où est-ce qu'on prête gratuitement des camions lourds électriques. On va en prêter 5 de 5 fabricants différents ou 5 modèles différents, en tout cas, dans des entreprises qui sont elles aussi différentes de partout au Québec. Donc, le mois dernier, on a prêté un Freightliner e-Cascadia à la compagnie Transport Inter-Nord qui est à Saint-Jérôme, tout près de nous. À partir de lundi prochain, on a un Peterbilt 579 EV qui va chez Cascade Transport à Brossard. Je ne l'ai pas dit, mais à chaque fois qu'on fait une activité, on rend des rapports publics en PDF. Je pense humblement qu'on est les gens qui poussent le plus d'informations techniques sur les camions lourds présentement au Québec, en tout cas, assurément, là, en français en plus. Donc, allez voir ça. On a une capsule que quelqu'un a mis dans le chat, justement, merci beaucoup, sur l'essai chez Internord. Donc, si vous voulez consacrer un petit 3 ou 4 minutes pour écouter ça, aller voir qu'est-ce que l'entreprise en a pensé du camion lourd électrique pendant 1 mois avec la borne de recharge, bien, vous irez voir ça. Donc, c'est un projet qui nous passionne. Suivez-nous, on a une infolette mensuelle. On sort des rapports justement à peu près à tous les mois. Il y a des événements qui sont organisés. Il y en a eu un chez Internord, il va en avoir un chez Cascade, puis il va en avoir au courant de l'hiver et au courant de l'été. Donc, si vous êtes dans le domaine du camion lourd, vous vous intéressez à l'électrique,
venez nous voir. Voilà. Je vous avais dit une minute, j'ai débordé un peu. On parle. Qui parle de ça, Daniel? Est-ce que c'est toi ou moi? Attends une minute. Ben, vas-y, tu connais Je très bien. vais y aller. Parfait. Mhm. C'est encore un camion lourd. Il ne rentre pas dans le projet feutre rechargeable camion lourd. On les a séparés là, comme c'est un type de véhicule qui est, somme toute, différent, même si c'est les mêmes genres d'entreprises qui opèrent ces camions-là. Ils ont un paquet de noms, ces camions-là. Ils sont jamais appelés de la même manière, on dirait. Là. En français, c'est des tracteurs de manœuvre ou des tracteurs de cours. On entend des shunts, des shunters, des yard dogs, des yard trucks. Il y en a vraiment un paquet d'appellations, mais c'est toute la même chose. C'est des véhicules qui font beaucoup de bruit, qui sont d'une architecture plutôt simple, qui ont eu peu d'évolution dans le dernier 60-70 ans, excepté l'électrification. Donc, depuis plusieurs années quand même maintenant, on a un bon choix de modèles. Il doit y avoir 4 ou 5 fabricants qui offrent des modèles de shunt trucks électriques. Particulièrement, ça vaut pour tous les véhicules électriques, mais particulièrement pour ceux-là, le fonctionnement silencieux est vraiment, vraiment apprécié. Donc, ça fait quoi un shunt truck dans sa vie de tous les jours? Ça déplace des remorques dans une cour de camionnage. Donc, de prendre un chauffeur qui est autorisé à aller sur la route pour transporter de la marchandise puis de le faire jouer au Tetris dans la cour, c'est pas rentable, c'est pas la meilleure utilisation des ressources des chauffeurs. Puis des tracteurs non plus. Donc, il y a des véhicules spécifiquement dédiés à lever une remorque, la déplacer, l'amener ailleurs, qu'elle soit pleine ou qu'elle soit vide, pour simplement gérer la logistique dans la cour. Donc, à peu près toutes les grosses cours avec des remorques ont un ou de ces véhicules-là. Puis, c'est très facilement électrifiable. Mais malheureusement, ça ne pénètre pas encore très, très rapidement dans le marché. La recharge est possible en 2 heures. Les opérations de ces camions-là, ça peut se faire 24/7, puis ça fonctionne quand même d'électrifier. Euh, il y a des subventions provinciales, fédérales, donc ça reste quand même un très bon candidat à l'électrification. Ensuite, on rentre dans les usages spécialisés. Je te redonne la parole, Daniel. Donc, au niveau des usages spécialisés, comme on disait tout à l'heure, là, on entre dans une catégorie de véhicules qui souvent sont presque tout le temps basés sur le fameux concept de châssis-cabine. Puis ça, ben, là, on vous en présente quelques-uns. Mais les possibilités sont infinies. C'est vraiment selon vos besoins et selon votre imagination. On peut construire à peu près n'importe quoi. Donc, ce qui se fait actuellement, il y a des camions nacelles qui sont offerts. Vous voyez, celui de gauche, c'est basé sur une plateforme Navistar. Puis Lyon a proposé aussi de son côté sa version du camion nacelle. C'est un camion qui fait du sens d'électrifier, soit en l'équipant d'une nacelle électrifiée, ou bien ça peut être carrément d'acheter un camion électrique avec sa nacelle déjà intégrée. Mais c'est des équipements qui font vraiment du sens à électrifier. On a les fameux flatbeds, donc qui sont vraiment, qui permettent de débloquer énormément d'utilisation. Les possibilités sont très, très variées. Donc, l'idée, c'est de transporter du matériel, mais souvent, ben, ça va être aussi de déplacer des objets. On a le CGR qui en a un, qui se servent pour déplacer des cônes sur l'autoroute. On peut s'en servir aussi pour des images, pour des usages novateurs comme le parc Safari, qui s'est commandé un camion à la compagnie Lyon qui s'en sert pour se promener les visiteurs dans le parc avec beaucoup moins de dérangements pour les animaux. Donc, on attend bien sûr les remorqueuses qui pourraient servir de plateforme pour remorquer des véhicules. Mais les possibilités sont vraiment infinies. Vous avez toute la livraison de matériaux de quincaillerie, la livraison du bois et tout. Donc, toutes ces applications-là pourraient se prêter à l'utilisation de ce type de véhicule-là. On a aussi les camions bennes qui sont moins communs, mais qui s'en viennent. Il y a des compagnies qui commencent à proposer des modèles. C'est sûr que là, le compromis est plus difficile à faire parce que là, on transporte du vrac, on transporte souvent des charges qui sont très, très lourdes. Puis comme on avait dit,
il y a souvent un compromis à faire en termes avec le poids, puis le véhicule électrique se prête d'abord plus facilement avec des usages où on transporte du volume, mais pas nécessairement une grande masse. Donc, dans le cas d'un camion-ben, on va transporter des grosses masses. Le compromis, donc, va être plus difficile à faire. Reste qu'il y a des compagnies qui commencent à en faire. Vous avez à droite Lightning Motor qui fait monter par d'autres compagnies des bennes sur ses camions, donc qui offre des modèles. Et on a aussi les camions de service. Les camions de service qui sont un peu plus communs sur nos routes et qui vont se prêter aux usages, à l'électrification. On a, par exemple, Hydro-Québec qui a commencé à électrifier, qui teste des camions de service électriques, complètement électriques, ce qui fait extrêmement de sens dans le cas d'Hydro-Québec. Ils ont fait monter des camions par Maximétal sur encore là une plateforme déjà connue de Navistar. Et ben, ces camions-là, on va commencer à les voir sur les routes. On a aussi la collecte de déchets. La collecte de déchets qui là, ben, offre vraiment beaucoup d'avantages. On va commencer à voir ces camions-là sur les routes. Il y a beaucoup de compagnies qui carrément ont fait des modèles dédiés à la collecte des déchets parce que le marché est quand même gros. Il y a beaucoup d'avantages en termes de bruit, en termes de pollution urbaine. C'est des camions dont on maîtrise les compagnies les compagnies de collecte des déchets maîtrisent tous les paramètres de trajet, de nombre de portes et tout. Donc, c'est très facile de monter un business case pour voir dans quel cas de figure le camion électrique va pouvoir s'insérer. On a des options quand même pas mal intéressantes qui existent chez Lyon, chez Mack, on a Battle ici, à droite. Peterbilt qui offre des modèles et c'est des caractéristiques quand même intéressantes, des bons 200 km d'autonomie environ. On parle de 1000 levées de bac, d'un 3 heures pour charger. Donc, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que là, il y a des compagnies qui commencent à offrir ce service-là sous forme de Vehicle as a Service. Donc, avec le service de gestion de la recharge, des bornes de recharge et tout inclus. Pour une compagnie de gestion des déchets, il n'y aurait plus à s'occuper de tout serait inclus dans le fond. C'est comme un tarif clé en main pour gérer ta flotte de camions de collecte électrique. On a un aperçu de ça sur le site, si vous allez sur le site de la compagnie Mack, sur leur modèle de camion électrique, ils offrent un service clé en main comme ça, de Vehicle as a Service. Et une application très intéressante ici qu'on a tenu à mettre. Vas-y, Charles. Oui, bien là, certains vont dire que c'est pas un véhicule, là, donc ça n'aurait pas dû être dans notre présentation, mais on pense quand même que tant qu'à rassembler l'auditoire intéressé par les machines, les véhicules zéro émission, ben, aussi bien leur parler de cette machine-là, pour ne pas dire un véhicule, là, c'est une remorque là, dans ce cas-ci, mais ça va bientôt devenir un véhicule. Je vous explique pourquoi. Donc, ce produit-là, c'est un produit québécois, Gabotech. D'ailleurs, l'IVI a participé à la fin du développement de ce prototype-là, puis on est impliqué dans les prochaines phases aussi pour développer les nouvelles versions, les prochaines générations du produit Gamotech. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Ce qui est bien intéressant, c'est que ça, c'est principalement pour les travaux municipaux. On pense aux aqueducs, aux travaux d'égout, aux travaux de réfection de la chaussée, tout ça, là. C'est simplement une grosse unité qui rassemble beaucoup de choses. Donc, il y a une sortie hydraulique, une sortie d'eau pressurisée, une sortie d'air sous pression, une alimentation électrique et il y a un gros batterie pack là-dedans. Ce qui fait que ça remplace une génératrice, en fait. Ça remplace la génératrice qui est normalement là, la génératrice jaune sur un essieu là, qui fait beaucoup de bruit, même quand le personnel est loin avec des scies ou dans les égouts, là, qui dérange tout le monde là, quand la rue est barrée. Et bien voilà, ça se fait zéro émission, zéro bruit maintenant. Donc, Gamotech se promène avec cette unité-là. Ils font des démonstrations un peu partout au Québec.
évidemment, je ne travaille pas pour Gamotech, mais à mon avis, vous pouvez les contacter pour organiser une visite ou une démonstration, là. Et ben, c'est ça, prochainement, il va y avoir cette unité-là qui va être connectée sur un camion électrique. Donc, ça ne sera plus nécessairement une remorque. Il va y avoir d'autres options aussi qui vont être disponibles. L'imagination est vraiment la seule limite aux applications de ce type de véhicule-là. Vous avez les compagnies qui organisent des spectacles qui vont sûrement être super intéressées. On a vraiment beaucoup d'applications et l'avantage premier, c'est que ça enlève complètement une nuisance extraordinaire, la nuisance extraordinaire de ces génératrices à essence ou au diesel là, qui polluent nos villes puis qui polluent notre environnement sonore. On va aborder maintenant très rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, la question des services publics. Donc, on a toute une gamme de véhicules en termes de services publics qui sont vraiment intéressants puis qui commencent à se déployer. Ça, c'est vraiment nouveau, mais on va les voir de plus en plus. On a des ambulances, dont une qui est développée au Québec là, par Ambulance de Mers, qu'on va commencer à voir se déployer dans nos villes de plus en plus à partir de 2024, qui est basé sur un châssis Lion, totalement fabriqué au Québec. On a aussi, je peux parler des services de police. Je me suis occupé moi-même, c'était mon petit bébé, ce projet-là. C'était un projet de démonstration, en fait, de mise en service pendant 9 mois, puis d'aller relever toutes les données d'opération du côté de la police de Repentigny. Le SPVR a acheté un Ford Mustang Mach-E qui a été équipé et adapté par la compagnie Cybercar à Terrebonne. Donc, d'ailleurs, Équiterre a une fiche là, par rapport à ce projet-là sur le site web de Roulon électrique, si ça vous intéresse d'en savoir plus. Pour aujourd'hui, je garde ça simple, j'en parlerai pas longtemps, mais ce qui est bon à savoir, c'est que pendant 9 mois, on a comparé 2 Dodge Charger avec le fameux Mach-E, qui est la version autonomie standard, là, Standard Range, 4 roues motrices, donc qui ont utilisé pour la patrouille. On s'est rendu par phase, là, on est allé avec un déploiement qui est progressif jusqu'à se rendre à utilisation 24/7, même en hiver. Puis la grande conclusion, c'est oui, ça marche. Les policiers adorent ce véhicule-là. Il y a des pour et des contre, évidemment, comme dans n'importe quoi. Là. Dès qu'il y a une innovation, il y a un changement. Un changement apporte un peu de réticence toujours. Ça, c'est la base. Là. Mais les policiers adorent le silence, le confort de l'habitacle, du roulement. Ils adorent qu'on puisse activer le chauffage à distance. Pour un policier, d'arriver le matin avec un véhicule chaud déjà dégivré, c'est vraiment un plus. Autrement, il faut qu'il se branche là, sur un block heater. C'est un peu embêtant. Ça se fait, c'est ce qu'ils font, mais bref, pour l'administration, c'est 21% moins cher sur 5 ans de mettre un véhicule comme ça en service pour la patrouille. C'est rentable à partir de la 2e année d'opération. Véhicule et bornes de recharge rapide incluses. On a mis une borne de recharge de 50 kW pour le véhicule. La recharge d'autonomie ne les dérange pas du tout. Il y a une borne rapide qui était dédiée, comme j'ai dit, donc c'est très facilitant. Les moins, maintenant, il y a moins que ce soit un véhicule différent. Il aurait préféré que ce soit un Dodge Charger électrique, mais bon, ça n'existe pas. Leurs repères, donc, sont à refaire. C'est une ergonomie qui est différente un petit peu, puis le véhicule est plus étroit. Ils perdent quelques pouces par siège, donc ça les dérange un petit peu, surtout pour les plus gros gabarits de policiers et policières. Mais donc, dans l'ensemble, c'est vraiment un succès. Il y a beaucoup de corps de police qui attendent le véhicule qu'on voit à droite, là, le Blazer Pursuit, qui va être un véhicule construit d'origine pour répondre aux besoins de la patrouille. Donc, une adaptation qui est simplifiée par le upfitter par la suite. Mais à peu près toute l'Amérique du Nord attend ce véhicule-là. Donc, attendez-vous à de longues files d'attente. Ce qui fait que nous, on recommande quand même fortement d'acheter soit le Mach-E ou un autre modèle qui peut être adapté, puis de mettre en service des premiers véhicules pour la patrouille, se familiariser avec les bornes, profiter des subventions, puis vraiment commencer à prendre le virage, même si le véhicule idéal que tout le monde attend n'est pas encore à nos portes. Un petit mot sur les véhicules d'incendie. Est-ce que tu voulais le faire, Daniel? Je voulais juste dire on va déborder un peu parce qu'il nous reste quand même plusieurs autres applications. Donc, pour ceux qui sont intéressés ou qui peuvent rester, on va continuer à vous déployer le panorama, si vous voulez, des possibilités. Pour les autres, c'est enregistré, ça va être sur YouTube. Là, donc, on se revoit sur YouTube. En plein ça. Donc, vas-y pour la sécurité incendie. Oui, sécurité incendie, c'est embryonnaire encore, on pourrait dire. Là.
Il y a quelques compagnies, là, Rosenbauer, Pierce, E1. C'est un domaine qui est très spécialisé, là, le combat des feux. Il y a quelques villes aux États-Unis, Los Angeles, Portland, Madison, Gilbert, qui ont fait des achats ou qui sont en cours de projet pilote. De notre côté, il y a Varennes qui a annoncé, la ville de Varennes au Québec qui a annoncé au printemps 2022 l'achat d'un camion qui est supposé être livré fin 2024. Donc, on a très hâte de voir ça ici. 160 km d'autonomie, évidemment, il faut faire le retour à la caserne. Il y a un moteur diesel en cas d'urgence. Donc, pour les sceptiques, sachez qu'il y a toujours un plan B là, quand on parle de véhicules d'urgence là, comme ça. Très prometteur. Ça, Daniel, je vois tes notes. Retour d'expérience de Los Angeles, 6 premiers mois d'exploitation. Il y a eu 1482 appels, 6000 km parcourus, 98% du temps en mode 100% électrique et 83 litres de diesel consommés en seulement 6 mois. C'est plutôt impressionnant, effectivement. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment très, très prometteur. Puis, il y a d'autres, sur le site d'un autre manufacturier, ils montrent les différents modèles qui sont testés, des camions pompes et tout dans d'autres municipalités. On voit que c'est extrêmement prometteur, mais encore là, c'est sûr que pour l'instant, c'est des projets un peu expérimentaux. On collecte les données, un peu comme pour le domaine policier. On veut s'assurer que ça répond bien aux besoins. Et c'est sûr que les gens dans ce domaine-là sont un peu plus conservateurs, ne veulent pas trop changer leurs habitudes. On parle quand même de la sécurité du public. Donc, mais c'est extrêmement prometteur, comme je vous disais, puis on va en voir sûrement de plus en plus dans les années qui viennent dans nos casernes. Du côté de l'entretien des rues et des trottoirs, encore là, on peut dire à Lévis, on est fiers d'avoir permis à l'entreprise Madvac, qu'on voit à gauche, d'avoir fait le virage électrique. Donc, c'est une entreprise qui n'avait pas de produits électriques à son catalogue. Ils sont venus nous voir. On a conçu, fabriqué, testé, mis en service le premier prototype. Puis, c'est devenu vraiment un produit qui est ajouté à leur catalogue maintenant. Le catalogue s'est élargi. Ils vendent ces unités-là partout en Amérique du Nord. Donc, beau succès. Ça permet de réduire le bruit. Ça élimine pas tout, là, ça reste un gros aspirateur, là. Mais c'est quand même substantiel la réduction de bruit, évidemment la pollution. Donc, il y a aussi la grosse version balayeuse de rue. Ici, on voit la ville de Terrebonne qui a acheté une balayeuse de rue Busher. Donc, une autonomie d'environ 10 heures, recharge en 2-3 heures, ce qui porte à croire qu'il n'y aurait pas vraiment de changement nécessaire aux opérations. Donc, à suivre là, les développements du côté de Terrebonne avec cette machine-là. Il n'y a pas encore de subvention, par contre, c'est en cours d'évaluation du côté des gouvernements. La mécanique est plus simple quand on électrifie un véhicule, donc il y a moins d'entretien. Tout ce qui est accessoire hydraulique, c'est au cas par cas, mais généralement, on est capable d'électrifier ça. Donc, en bout de ligne, on se ramasse avec une machine dont l'architecture est simplifiée, puis la maintenance est simplifiée aussi. On va aborder maintenant les usages hors route. Donc, les usages hors route, c'est des usages qui vont intéresser particulièrement soit les entreprises de loisirs ou bien des entreprises plus dans le domaine forestier. Ça peut être aussi la CEPAC, qui va sûrement, qui pourrait être super intéressée dans ces opérations. Donc, premièrement, il y a des engins, on les appelle des engins forestiers, mais en fait, c'est les VTT. Sont conçus pour vraiment un usage soit récréatif ou professionnel. Vous avez des modèles fabriqués au Québec, la compagnie Terran, qui est démarrée il n'y a pas longtemps, qui fabrique le Reaver, qui offre le Reaver, qui a des super bonnes caractéristiques. Hein. On parle de véhicules qui ont des caractéristiques très concurrentielles. On a 180 km d'autonomie, une capacité de tirer 1500 livres. La recharge, ce n'est pas super contraignant. On parle d'1 heure et demie pour se recharger. C'est sûr que ça coûte quand même plus cher que les modèles à essence. Comme dans le cas du Terran, on commence à 17 500 $. On parle de presque le double que le modèle à essence. Et côté Polaris, on parle de quand même le modèle qu'on voit là, un side-by-side. On parle de quand même aussi un prix assez élevé pour le moment. Ça coûte quasiment le prix d'une voiture. Mais
il y a des caractéristiques qui font que c'est très concurrentiel, qui font que c'est très avantageux, soit pour le dérangement, le bruit, le côté soit économie de carburant. Il y a aussi des avantages en termes de plaisir de conduite. Donc, comme dans le cas Le du Polaris. Polaris. Oui, c'est ça. OK, vas-y. Vas-y. Non, ben, j'allais juste mentionner que la version électrique est 35 plus puissante en termes de couple que la version conventionnelle. Donc, pour les utilisations agricoles, fermes, etc., là, c'est gagnant. On a aussi, si on parle de plus spécifiquement au Québec, l'hiver, on a les motoneiges électriques qui commencent à germer. Ça, c'est sûr que c'est une application où ça devient très contraignant en termes d'autonomie parce qu'une motoneige, ça demande énormément d'énergie pour la déplacer avec ses chenilles. On a une compagnie québécoise qui est pionnière dans le domaine, Taiga, qui a sorti un modèle. C'est sûr qu'on parle des autonomies jusqu'à à peu près une centaine de kilomètres. Donc, ça reste réservé pour l'instant, à des usages, soit des petits circuits ou des circuits plus fermés. BRP, c'est ça qu'ils visent comme domaine. Ils visent les entreprises qui vont avoir des petits circuits fermés en forêt. Donc, c'est sûr qu'on ne part pas avec une autonomie de 100 km pour un voyage à travers le Québec, là. Mais de loisirs extrêmement intéressant parce qu'encore là, on a des gros avantages en termes de réduction du bruit, réduction aussi des odeurs. On est dans la forêt, réduction de toutes les nuisances qui vont avec l'essence. Puis on parle de capacité quand même pas mal intéressante. Là, un 1125 livres de capacité de remorquage dans le cas de la Taiga. Donc, c'est des véhicules qui ont la puissance pour répondre à des besoins qui pourraient être des besoins d'une entreprise dans le domaine forestier. Et je vous ai mis ici aussi un véhicule assez particulier qui est développé au Québec. C'est pour vous montrer que euh, euh, tout est possible. L'imagination, la limite, c'est notre imagination et une entreprise québécoise qui a monté un engin de traction qui s'appelle le MTT 154. Ils ont aussi un modèle qui s'appelle le 136, leur premier modèle. Là, ils sont rendus maintenant avec le 154. Et c'est un produit entièrement québécois qui est extrêmement flexible. C'est vraiment un usage, c'est vraiment destiné à un usage soit forestier ou hivernal. C'est un véhicule qui est juste une grosse chenille, mais qui est extrêmement flexible, beaucoup d'accessoires, beaucoup de possibilités. Il y a un treuil, ça peut servir de source d'énergie mobile. On peut télécommander le véhicule carrément. Et il y a énormément d'accessoires qui viennent avec ça. Ça va servir justement à tirer des charges, faire du travail forestier. Ça peut servir aussi pour des applications de loisirs. On pourrait penser même, je ne sais pas, une cabane à sucre. On peut imaginer plein d'usages à ça. On pourrait même, quand on brainstormait, on se disait, ça pourrait être idéal pour tirer des chars allégoriques. Ça peut être contrôlé à distance et tout. Selon l'usage puis la configuration qu'on va choisir, on parle d'autonomie jusqu'à 12 heures, puis d'un bon 105 km d'autonomie. C'est un engin très intéressant. Il faut juste le mettre dans nos options quand on pense à nos besoins. On peut aborder aussi rapidement la catégorie des machines de construction là, c'est pas encore commun, mais ça s'en vient très vite et c'est pas encore admissible au programme de subvention. Mais le gouvernement est en train d'évaluer justement la possibilité de le faire. Oui, donc c'est la dernière catégorie. Là, on se déplace tranquillement vers le plus en plus émergent. Là.
Donc, bon, il y a des modèles annoncés, encore relativement peu disponibles, mais la preuve est faite, ça fonctionne. Euh, donc, il y a des chargeurs, là, ce qu'on appelle des loaders, des excavatrices, c'est ça, comme on dit, c'est encore nouveau, très peu répandu. C'est les petites et les moyennes machines pour le moment qui sont électrifiées. Donc, Volvo a quelques modèles, à peu près 3 modèles. Euh, il y en a des autres fabricants, là, Case, il y a le petit Bobcat, il y en a quand même quelques-unes. Et du côté des excavatrices, donc des pelles, si on avance à la prochaine diapo, on va voir les plus petites encore du côté Volvo. Ouais, il y a exclusivement des photos Volvo là, sur notre présentation. Donc, la petite qui était disponible en démonstration là, il n'y a pas longtemps au Québec dans les concessionnaires Volvo, ils ont fait une tournée. Donc, c'est des machines qui fonctionnent, sur lesquelles on peut aller se renseigner auprès du concessionnaire. Puis, je ne connais pas pour le moment les délais de livraison, mais bref, on se fait dire que c'est disponible. Euh, Évidemment, les gains de GES vont être encore beaucoup plus, et de réduction sonore, pollution, nuisance aux citoyens vont être encore plus grands quand on va parler de la plus grosse machinerie de construction. Là, on voit la SC230 de Volvo. Alors que les autres sont plus en mode démonstration, première vente, celle-là, c'est vraiment en mode projet pilote. Là. On a un site en Amérique du Nord qui l'essaye. En Europe, c'est beaucoup plus poussé déjà quand même. On peut penser à Oslo qui ont un Zero Emission Job Site, un chantier zéro émission. Ça nous a inspiré à Lévis. On aimerait, là, je lance un appel comme ça à vous, là, si ça vous intéresse. On aimerait vraiment démarcher un prochain projet, un peu à la saveur flotte rechargeable camion lourd là, que je vous ai présenté présentement, juste avant. Donc, on aimerait vraiment développer un projet du côté de la construction pour faire comme ça un peu un chantier zéro émission ou un projet où est-ce qu'on va faire une démonstration multiville. Donc, écrivez-moi personnellement au développement des affaires de l'IVI si c'est quelque chose qui vous intéresse. On est à l'étape de ramasser de mettre en commun des gens qui ont envie de participer à ça. C'est simplement au stade de démarchage pour le moment. Je ne vous fais pas de promesses toutefois. Donc, voilà. Et là, c'est la dernière vraie diapo de contenu. Ensuite, on vous donne la parole. Simplement vous montrer les véhicules électriques émergents, les prochains secteurs. On parle de déneigement. D'ailleurs, je vois quelqu'un dans les participants qui va être très content de voir la photo qu'on voit ici. Il y a la compagnie Claes au Québec là, qui s'attaque au domaine des machines pour le déneigement zéro émission, donc électrique. Donc, déneigement, bétonnière, une application lourde, mais qui émet beaucoup de pollution aussi. Donc, tranquillement, on va avoir de la machinerie de ce côté-là. Le pavage, la machinerie agricole, un projet de Lévis qu'on voit ici, qui est un tracteur, le tracteur Orion, un tracteur 100% autonome et 100% électrique, développé par la compagnie Elmec avec l'IVI. Et une grande partie des projets présentement qu'on prend sont très confidentiels, mais on peut quand même vous dire qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de demandes du côté aéronautique et électrification. Donc, pas seulement des avions, des hélicoptères, des drones, du transport de personnes, du transport de marchandises. Je peux vous dire que ça occupe beaucoup des gens de l'équipe électrique et mécanique chez nous présentement. Donc, ça s'en vient. Maintenant, est-ce qu'on en a oublié? Est-ce qu'ils existent? Est-ce que vous voudriez qu'ils existent? Voudriez-vous contribuer à les développer? Voudriez-vous être des clients? Voudriez-vous être les premiers acheteurs? Voudriez-vous participer à des projets de démonstration? Euh, Évidemment, nous, on veut vous entendre si c'est le cas à l'Institut du véhicule innovant, mais évidemment aussi chez Équiteur, campagne roulant électrique. Je l'ai dit en début là, de présentation, donc je ne repasserai pas là-dessus, mais c'est ce qu'on fait principalement. On aide des entreprises à développer des nouvelles technologies. Donc, simplement nous contacter. On est à Saint-Jérôme, on se déplace aussi. On est une belle équipe de 46 gens très passionnés, plutôt très techniques aussi, là, donc majorité ingénieurs, ingénieurs. Voilà. On a d'ailleurs une banque d'heures plus au niveau des organisations qui veulent faire de l'électrification. Grâce à la campagne Roulant électrique d'Équiterre, on a mis sur pied une banque d'heures pour débloquer, décoincer des gestionnaires de flotte qui se lancent dans l'électrification, mais qui ont des petites questions ponctuelles. Donc, sans prendre un mandat nécessairement avec eux, on est capable de s'asseoir puis de discuter 1 heure ou quelques heures si ça vous coince, puis ça vous permet, si ça vous décoince en fait, puis ça vous permet d'aller plus loin. Donc, Et contactez-nous. comme ressource, vous avez aussi ben, la campagne Roulant électrique de Équiterre. Si vous avez soit des questions ou vous voulez qu'on vous réfère à des acteurs de l'électrification. Donc, vous pouvez aller voir le site. On va avoir une section qui s'en vient, une section dédiée aux véhicules commerciaux. Vous pouvez déjà accéder à cette section-là. Vous avez plein d'informations sur les subventions. On vous a communiqué quelques liens d'ailleurs, où vous avez tous les programmes
programmes de subvention, vous avez des témoignages, des contenus vidéo qui vous montrent des études, des témoignages, des études de cas, si vous voulez, pour vous inspirer. Tout ça sur le site actuel de Roulon électrique, mais on va avoir aussi dans pas longtemps un catalogue, si on veut, de toutes les possibilités de véhicules commerciaux électriques. Donc, vous communiquez avec nous si vous avez des questions. Maintenant, on pourrait, s'il y a des questions dans le QR, on pourrait en profiter pour répondre tout de suite. Et sinon, ben, vous nous communiquez vos questions par le biais de Roulon électrique. Ben, actuellement, on n'a pas reçu encore de questions. Donc, si jamais les participants veulent en poser maintenant, vous pouvez toujours écrire dans le QR ou on peut aussi prendre les questions à main levée. Mais sinon, moi, j'avais une question. En fait, vous avez parlé du vélo cargo électrique. Donc, pour les livraisons, moi, je trouve ça super intéressant au niveau écolo. Puis aussi, quand on est en milieu urbain, c'est vrai qu'il y a pas mal de trafic. Donc, ça, c'est pratique, c'est plus rapide. Mais je me disais, en hiver, comment est-ce que ça se passe? C'est sûr qu'en hiver, ben là, ça devient un peu plus difficile dans le contexte québécois. C'est beaucoup, beaucoup plus développé en Europe, dans un contexte où ils n'ont pas tout à fait les mêmes hivers que nous. Là-bas, ils n'ont pas du tout ce problème-là et ça roule très, très bien. Maintenant, c'est sûr qu'il faut être pas mal plus motivé ici au Québec. Reste que c'est sûr et certain que c'est possible et qu'il y en a qui vont l'essayer. La mode est au vélo d'hiver présentement. Ça se développe très, très vite. Il y a de plus en plus de gens qui gardent leur vélo et qui continuent à rouler l'hiver. Donc, c'est possible de le faire aussi avec un vélo cargo à assistance électrique. Reste que c'est sûr qu'il va falloir jongler avec les contraintes qui sont l'autonomie réduite de la batterie, donc un besoin de se charger plus souvent. Mais en même temps, ben, on a des pistes cyclables qui sont déneigées maintenant tout l'hiver, qui sont déneigées garanties, comme à Montréal. On va espérer en avoir de plus en plus dans d'autres municipalités. Donc, l'environnement va le permettre et même ça va peut-être être même plus avantageux dans certains cas de se promener avec ces vélos-là plutôt que d'être pris dans la circulation au milieu soit des bouchons et au milieu des bouchons générés par le déneigement et tout. Donc, il va peut-être y avoir finalement des avantages à rouler avec ça l'hiver. Oui, effectivement. Bah, merci beaucoup, Daniel. Puis on a reçu une question de Mathieu qui demande y a-t-il des projets de développement de chasse-neige? C'est clairement un enjeu pour les municipalités. L'autonomie doit être importante et où la durée de recharge très courte. Peut-être que je peux la prendre, celle-là. Il y a quelques années, on a été en contact avec un manufacturier de pelles et d'équipements pour le déneigement, là, sans que ce soit des souffleuses, là, tu sais, vraiment des pelles. On avait fait, c'est ça, il y a quelques années, là, mais une petite étude énergétique là, préliminaire, juste voir si ça ferait un certain sens d'électrifier cette machinerie-là. À l'époque, non. Maintenant, c'est différent. Les camions lourds, là, tantôt, on parlait des châssis câbles, des cutaways, donc ceux qui pourraient être équipés éventuellement avec une benne pour faire du déneigement et tout et tout. Maintenant, ils ont des plus grosses batteries qu'à l'époque. Donc, ça serait possible, ça serait à voir. Possible, je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer, là. C'est une application qui reste relativement sévère, là. Ça roule l'hiver, ça doit déplacer énormément de poids, ça demande énormément de couple. Donc, plus possible qu'il y a quelques années. Est-ce que c'est possible présentement à voir? Je lance encore le même message. Si un fabricant qui est intéressé à développer ça, un client qui est en bonne relation avec un fabricant qui est intéressé à faire un premier projet pour contribuer au développement, contactez-nous, ça va nous faire plaisir. Là, quand on a un trio fabricant, utilisateur, centre de recherche, on est vraiment bien équipé pour aller déposer un projet. Il y a plusieurs sources de financement qu'on peut aller lever là, pour être capable de faire quelque chose de qualité-prix intéressant là, pour faire de la R&D pour développer ces machines-là. Bah, merci beaucoup, Charles. On a une autre question donc,
quelqu'un qui demande quels véhicules classe 5 sont disponibles au Québec actuellement. Il va y avoir une liste. Comme il était indiqué dans le chat, je ne veux pas brûler trop les punchs là, équitaires, là, mais Daniel a fait une très grosse recherche exhaustive là, sur à peu près toutes les catégories qu'on a vues aujourd'hui, là. Donc, ça va être disponible sous peu. Et je vous dirais en complément, le temps qu'on sorte la liste, vous pouvez déjà aller puiser une source dans une source intéressante qui est la liste des véhicules disponibles pour les différents programmes de subvention. Si vous allez sur la liste de véhicules disponibles de éco-camionnage, ou si vous allez sur la liste des véhicules plutôt admissibles au niveau du gouvernement fédéral, le programme IMV, machin truc, vous l'avez dans la liste des programmes de subvention sur roulant électrique. Mais allez voir la liste des véhicules admissibles, puis ça va vous donner déjà une bonne aperçu des compagnies qui offrent des modèles et qui ont déclaré, qui ont requis au gouvernement d'être admissibles. Et là, après ça, ben, c'est très, très facile de trouver les coordonnées de ces entreprises-là, puis même d'aller voir sur leur site Internet La les question, spécifications des modèles. La question est vraiment pertinente parce que quand on fait une recherche sur Internet, là, des châssis classe 3, 4, 5 électriques, on va en trouver plus que 25 des entreprises qui font ça là, en Amérique du Nord. Mais après ça, de déterminer lesquels sont réellement disponibles au Québec, lesquels ont des canaux de vente, des canaux de maintenance, ben là, c'est une autre question. Donc, la réponse de Daniel est vraiment bonne. Ceux qui sont sur les programmes de subvention, c'est qu'ils ont déjà fait la paperasse pour être admissibles. Donc, il y a déjà une unité, il y a déjà quelqu'un qui a fait le défrichage pour avoir au moins une unité au Québec. Donc, c'est une bonne manière de filtrer l'information. Merci Je pense beaucoup à vous deux. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions, donc on va peut-être laisser encore quelques secondes, mais si on n'en reçoit pas, on va clôturer. Bon, ok. Bon, on va clôturer alors. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Charles et Daniel, pour votre présentation, puis ce webinaire très éclairant. Donc, ça nous a permis de vraiment voir tous les véhicules qui sont disponibles. Donc, ça, c'est super. Et ben, on espère que pour les participants, vous avez apprécié le webinaire et que vous repartez outillés. On vous a mis quand même pas mal de ressources aussi dans le chat, donc j'espère que ça va vous aider. Puis, nous avons un prochain webinaire, en fait, si vous souhaitez participer à d'autres activités sur le même sujet, donc, qui s'appelle Réussir l'électrification de son parc de véhicules commerciaux. Il aura lieu le 2 novembre de midi à 13 heures avec Cléo et Vidéotron. Donc, ça va parler des différentes étapes du parcours d'électrification. Puis, Vidéotron parlera de son expérience, c'est quoi les pièges à éviter, les solutions à envisager en lien avec la recharge et puis d'autres astuces clés à savoir. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans le chat. Puis, comme Daniel l'a mentionné, on a le site Roulant électrique, puis une section dédiée aux organisations. Donc, il y a des articles, on a aussi des webinaires, une liste des subventions, des formations que vous pouvez avoir. Donc, on vous invite à consulter le tout. Puis on a également une infolette organisation. Donc si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans la campagne et ne rien rater, on vous invite à vous inscrire. Puis enfin, on a un sondage post-activité qui sera envoyé par courriel demain, en même temps que l'enregistrement puis la présentation du webinaire. Donc vos retours sont très précieux, puis ça va nous aider en fait d'améliorer nos activités puis de guider nos réflexions pour les prochaines. Donc on vous encourage fortement à aller remplir le sondage. Puis encore merci à toutes et à tous. Puis on vous souhaite une bonne journée. bonne journée, merci de votre patience. Merci à tout le monde. Bonne journée.